faut-il voir derrière le nouveau syntagme de communauté de destin pour l'humanité un désir de vengeance ou une demande de justice? On sait que c'est à la première option, c'est à la première réponse que se range la plupart, l'immense majorité des universitaires et des politistes occidentaux. Alors, parce qu'elle inquiète, parce qu'on la soupçonne de vouloir se venger, et qu'on craint d'ailleurs que sa vengeance soit redoutable, la doctrine-ci se propose de rassurer. Elle doit assurer d'abord que sa demande de justice n'a donc rien d'une vengeance et le fait en demandant simplement plus de morale, rassurant son auditoire sur le pacifisme traditionnel de la Chine, passé et présent, auquel la Chine socialiste s'engage aussi pour l'avenir malgré les injustices dont les puissances occidentales, celles-là même qui se revendiquaient des droits de l'homme, l'ont accablé après la guerre de l'opium qui a éclaté en 1840. L'invocation oratoire de ce texte fondateur n'est donc pas du tout satisfaisante, et le fait d'en avoir été le pays maternel, je parle des droits de l'homme, et le fait d'en avoir été le pays maternel n'est donc pas non plus une garantie suffisante de sa juste application. Ce rappel est pour Xi Jinping l'occasion d'affirmer une deuxième norme qui vient doubler en quelque sorte la référence aux droits de l'homme et rappeler un principe pratique de la morale universelle, elle aussi, puisqu'on la trouve sous toutes les latitudes, commentée par certains penseurs chinois actuels comme la règle d'or de la morale universelle. Parmi les penseurs chinois actuels qui la commandent, je pense surtout à Zhao Tingyang, dans un texte qu'on peut traduire en français, qui est très accessible, y compris pour les non-spécialistes, et qui s'intitule « Tianxia, tout sous un même ciel » paru au CERF en 2018. Alors ce principe de la morale universelle, ou cette règle d'or est formulée dans les entretiens de Confucius, « Ji suo bu yu wu shi yu ren » comme on dit en chinois, et tout le monde connaît cette formule puisque on la trouve aussi dans la Bible. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vous trouvez ça dans les entretiens de Confucius au chapitre 14, paragraphe 24. Mais tout le monde connaît cela. On trouve ça dans les sutras bouddhiques, on trouve ça dans la Bible, on retrouve ça dans le Coran. Il est là fait référence à un principe véritablement universel de la morale, beaucoup plus universelle, manifestement, que les droits de l'homme et du citoyen. Et c'est présenté par Zhao Tingyang sous une version améliorée. Je vous renvoie au chapitre 2.2.1 de l'amélioration de Confucius. L'amélioration consisterait, nous dit Zhao Tingyang, page 286, dans une formulation positive qui a invité à s'élever pour aider les autres à s'élever. S'élever pour aider les autres à s'élever. Aider aussi l'autre à parvenir là où on peut parvenir. Vous trouvez cette règle dans l'évangile de Jean en 1334, vous la trouvez dans le Talmud de Babylone, au traité Shabbat 31a, etc., etc. On pourrait multiplier les références qui prouvent son caractère universel. Et on peut repérer, en tout cas ici, chez Xi Jinping, qui le cite, un usage critique de Confucius servant à comprendre, par contraste, que la conception égoïste de la liberté qui se trouve au cœur des droits de l'homme contredit le caractère universel du sacré qui reconnaît l'Occident, car la Chine socialiste et confucéenne, elle, s'enracine dans un principe moral moins asservi aux intérêts particuliers des nations dominantes. Cet usage philosophique critique, inattendu de Confucius, contre la doctrine des droits de l'homme, dénonce un égoïsme intemporel. C'est cet égoïsme que dénonçait Marx, vous vous en souvenez, à propos de la question juive en 1843, lorsque
il écrivait avant tout « Nous constatons que les droits de l'homme ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la collectivité. » Cette règle d'or commentée par Xi Jinping, cette règle d'or formulée par Confucius, formulée à peu près à la même époque, comme je le disais, dans la Bible, dans le Lévitique chapitre 19, verset 18, ou par Hillel dans le Talmud de Babylone que je citais plus haut, formulée dans la culture bouddhiste indienne de l'Udana Varga Sutra en 5.18, etc., etc. On pourrait multiplier les références. Cette règle d'or, elle, est véritablement universelle. Donc on la trouve sous tous les continents, dans toutes les cultures, écrite et formulée à une époque où on ne peut évidemment pas suspecter que les auteurs se soient concertés. Dans le discours socialiste, une référence à Mo Tzu, le philosophe de l'amour universel du Jiang Hai, vient la renforcer d'ailleurs. Xi Jinping cite Mo Tzu qui écrit « L'amour universel apportera la paix et l'ordre dans le monde, tandis que la haine mutuelle ne peut que plonger le monde dans le chaos. » Fin de citation, citée par Xi Jinping au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 664. L'attribution de la règle d'or enracinée dans la culture chinoise traditionnelle permet d'affirmer l'authenticité du discours moral chinois. Les vérités morales les plus profondes n'ont-elles pas aussi été formulées en chinois ? Cette règle d'or de la morale permet à la Chine d'affirmer son autonomie. Pourquoi la Chine devrait-elle s'inféoder aux normes juridiques, politiques, etc. d'un Occident qui défend des valeurs qui sont au fond particulières et suspectes, comme Marx l'a donc bien montré, suspectes d'égoïsme. Cette référence à la règle d'or adresse enfin donc une critique à l'Occident qui se voit rappelée par la référence à ces exactions impérialistes, coloniales, commises au nom d'une supériorité morale que lui donnait son avance technologique et la rédaction des droits de l'homme, que sa morale n'est pas aussi universelle qu'elle y prétend. Cet usage de Confucius rejoint le réquisitoire marxiste dénonçant l'abstraction des droits de l'homme et sa mystification de l'égoïsme. N'ayons pas peur des mots, mais les Chinois lisent Marx et l'ont peut-être lu de plus près que nous ne l'avons fait, nous, en Occident. Toutefois, Xi Jinping n'adopte pas une position définitivement hostile aux droits de l'homme. Rappelons qu'il consent à les maintenir dans la doctrine socialiste, à laquelle ces droits de l'homme avaient été intégrés en 2004. Ils sont annexés à la constitution chinoise depuis 2004. Adhérant à une vision centrée sur les personnes, la Chine considère les droits à la subsistance et au développement comme les droits humains primaires et fondamentaux, écrit Xi Jinping dans Protect and Promote Human Rights in the Chinese Context, un discours qu'il a tenu le 10 décembre 2018. Donc c'est dans le tome 3 de la gouvernance de la Chine, pages 337 et 338. Ce que je veux dire, c'est que la Chine ne prétexte pas de l'universalité de la règle d'or pour révoquer les droits de l'homme. Mais pour prévenir tout égoïsme, il faut en revenir aux besoins ou aux intérêts fondamentaux de la grande majorité des gens, intérêts fondamentaux qui sont exprimés dans cette référence ultime à la règle d'or de la morale. Voilà, la Chine nous propose un autre accès à l'universel, mais ce n'est pas un accès particulier. Elle ne propose pas de siniser le monde. Elle entend cependant, au moyen d'une relecture de Confucius, relancer le débat sur le sens de l'universalisme légitime. Je crois qu'on peut dire, in fine, que ce débat sur la communauté de destin pour l'humanité, ce syntagme est l'occasion de redécouvrir, de repenser ce qui est
véritablement universel, ce qui devra être pensé comme universel dans la modernité ou dans la post-modernité qui vient, dans la redéfinition multipolaire du monde qui vient. Et il n'est pas inintéressant de remarquer que cette multipolarisation du monde, ce nouveau multipolarisme, ne va pas nous faire tomber dans un relativisme désespérant, mais qu'il y aura bien toujours possibilité d'une référence à des valeurs universelles au-delà des diversités des cultures. La multipolarisation du monde ne condamnera pas les hommes à se méconnaître et à s'enfermer dans leurs particularismes locaux. Bon, vous voyez que, et je crois que cette question mérite tout notre intérêt d'un point de vue philosophique, et pas seulement pratique, technique, d'un point de vue politique. C'est une véritable question, comment articuler le local et le global, le particulier et l'universel. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer l'analyse de ce concept de communauté de destin pour l'humanité et ses enjeux. Belle journée à tous en attendant.